En pleine guerre, des soldats reçoivent un ordre, rendre les armures les plus récentes et revenir à l'équipement de leur grand-père. Ce n'est pas une invention, c'est une histoire bien réelle de Rome. Pendant 2 siècles, leurs légions ont été enfermées dans la lorica segmentata, une armure à plaques qui est devenue le symbole de leur puissance. Et puis, plus rien. On a stoppé la production, on a oublié la technologie. L'armée la plus puissante du monde est revenue à la Côte de Maille. La réponse à la question « Pourquoi ?», ne se trouve pas sur le champ de bataille. Elle se cache dans la rouille, l'argent et une erreur fatale commise par des ingénieurs. On repérait une légion au son, bien avant de la voir apparaître à l'horizon. Ce n'était pas un choc métallique d'acier contre acier, ni le martèlement des chaussures. C'était un sifflement. Des milliers d'anneaux frottaient les uns contre les autres à chaque pas. Cela créait un bourdonnement monotone, serpentant, presque hypnotique. Pendant des siècles, l'armée romaine, qui a conquis la Méditerranée, ne portait pas des plaques, mais un filet. La lorica amata, la cotte de maille classique, était la seconde peau du légionnaire. Jules César a conquis la Gaule en regardant le monde par-dessus une épaule serrée dans ce tissu d'anneaux. Les Romains appréciaient la amata pour sa résistance incroyable. Une armure pouvait servir un demi-siècle, passant du père au fils. Sous la tente, après le combat, un vieux centurion s'asseyait simplement près du feu. Il prenait une pince coupante, une bobine de fil, et en 1 heure, il reprenait les trous comme on repriserait un vêtement. Mais ce confort avait un prix. La cotte de maille est lourde. 10, 12, parfois même 14 kilos de fer pendaient comme un fardeau mort. Et ce poids reposait uniquement sur les épaules du combattant. À la fin d'une marche, le dos du légionnaire semblait littéralement se briser. Il y avait aussi un problème de physique. La maille fonctionne très bien contre une coupure. L'épée glisse, la lance se coince, mais elle n'amortit presque pas l'énergie d'un coup. Elle est souple. Quand un germain frappait avec une massue ou une pierre, les anneaux restaient intacts, mais en dessous, les os se transformaient en bouillie. On appelle ça un traumatisme derrière l'obstacle. Des légionnaires sortaient du combat avec des épaules broyées, sans même verser une goutte de sang. Il fallait une cuirasse capable de recevoir le choc de manière rigide. Mais la raison principale de la Révolution, celle que les sagas héroïques passent sous silence, c'est la capacité à produire à grande échelle. Après les guerres civiles, l'empereur Auguste devait équiper une armée régulière professionnelle. Près de 150 000 fantassins lourds avaient besoin de protection, ici et maintenant. Et là, on a compris. La bonne vieille cotte de maille, c'était une impasse logistique. Fabriquer une hamata, c'est des centaines d'heures de travail manuel. Il faut étirer des kilomètres de fil, l'enrouler, découper 30 à 40 000 anneaux et riveter chacun d'eux à la main. Un artisan s'occupe d'une seule chemise de maille pendant 2 mois. C'est un travail de joaillier, impossible à accélérer vraiment. Auguste avait besoin de production de masse. Les ingénieurs ont proposé une solution, que nous appellerions aujourd'hui une chaîne de montage. Pourquoi s'acharner sur du fil? On prend une feuille de fer, on la lamine, on la découpe en bandes, on la cintre sur un gabarit. L'estampage de plaques se met à l'échelle de façon parfaite. Tu mets des esclaves au soufflet, au marteau, à l'assemblage, et tu obtiens des centaines d'ensembles par semaine. C'est ainsi qu'est née la segmentata. Elle n'est pas apparue seulement pour mieux protéger, elle répondait à une demande brutale de l'Empire. Il nous faut une armure plus vite que nous ne la perdons. En plus, elle s'est révélée plus légère. Une segmentata correctement assemblée pesait autour de 9 kilos. Et grâce à sa rigidité, elle répartissait le poids sur tout le buste, pas seulement sur les épaules. On aurait dit une victoire. Mais la première expérience du combat a montré, les ingénieurs avaient créé un monstre très capricieux. La lorica segmentata ne paraît monolithique que de loin. De près, elle ressemble à un mécanisme complexe, assemblé de métal et de cuir. Son principe de base est laminaire. Des bandes d'acier horizontales sont posées en recouvrement. C'était une tentative de marier l'impossible. Une cuirasse rigide protège, mais on ne peut pas se plier dedans. La maille se plie, mais elle laisse passer le choc. La segmentata faisait les deux. Les bandes de métal pendaient sur des lanières de cuir internes. Quand le légionnaire se penchait, les bandes s'écartaient. Dès qu'il se redressait, elles se refermaient en un bouclier continu. Au moment d'un coup de massue, l'énergie se dissipait dans le frottement des plaques entre elles et dans la déformation élastique. L'armure travaillait comme un ressort à lame de camion. Elle mangeait les dégâts. Mais la structure ne vaut rien sans le bon matériau. Le secret était dans la microstructure.
Les analyses modernes montrent le cœur de la plaque romaine restait doux, tenace. Cela donnait de l'élasticité. En revanche, la surface externe était enrichie en carbone, cémentée en la maintenant dans la braise. On obtenait un sandwich, une croûte dure et une base souple. Le plus grand casse-tête des ingénieurs, c'était la fixation. La version précoce de la segmentata, le type calcrise, est un monument à la surcomplexité. Des centaines de petites boucles et de petites attaches en bronze, rivetées sur le fer. Sur un présentoir de musée, c'est magnifique. Dans la réalité, c'est un cauchemar. Le soldat essayait de fermer des dizaines de minuscules attaches avec des doigts gelés, dans la boue. Les boucles en bronze cassaient, les rivets sautaient. L'idée d'ingénierie allait plus vite que la technologie des matériaux. Les Romains avaient relié de lourdes plaques d'acier avec une quincaillerie digne, au mieux, de sandales. Les problèmes sont apparus tout de suite, dès que les légions sont entrées dans le climat humide du nord, là où le brouillard dévore le fer plus vite que n'importe quelle épée. Si vous pensez que l'ennemi principal d'un soldat, c'est l'adversaire, c'est que vous n'avez jamais nettoyé une arme après un mois dans les marais. La segmentata était un salut au combat, mais un bagne au quotidien. Le premier problème, c'était la chimie. Le fer des plaques et le bronze des rivets, dans un climat humide, entraient en réaction. Le fer commençait à pourrir non pas à l'extérieur, mais de l'intérieur, autour de chaque rivet. Les boucles finissaient par tomber toutes seules. Cela a créé une culture d'entretien presque maniaque. La cotte de maille, on pouvait simplement la jeter dans un tonneau de sable, la rouler une demi-heure et elle redevenait comme neuve. Avec la segmentata, impossible. Il fallait la démonter, nettoyer chaque plaque à la pierre ponce, huiler, mais sans salir les lanières de cuir à l'intérieur. Avec la graisse, le cuir se ramollissait et se déchirait. Et ainsi, après chaque pluie. Et même parfaitement huilée, l'armure restait dangereuse si on l'enfilait mal. Toute armure exige un rembourrage. Porter une cotte de maille à même la peau ne sert à rien. Un coup vous brisera les os. Mais une segmentata sans sous-armure vous arrachera littéralement la peau. Ses bords sont rigides et tranchants. Après 5 km de marche, le rebord métallique sciera vos clavicules jusqu'à l'os. L'ingrédient secret, c'était le sous-barmalis, un épais vêtement matelassé avec des rouleaux d'épaule et des ptéruges. Ils agissaient comme des coussins, en soulevant le métal au-dessus du corps. Sans un sous-barmalis de qualité bien ajusté, la segmentata transformait son propriétaire en invalide avant même le début de la bataille. Imaginez la vie d'un tel soldat. Tu portes sur toi un mécanisme compliqué. Tu passes des heures à le polir. Tu es ces lanières sans fin. Mais puis vient le jour du combat. Tu vois une hache barbare rebondir sur l'épaule d'un camarade, ne laissant qu'une bosse. Et tu comprends, oui, cette ferraille vaut chaque heure de souffrance. Et cette chance allait bientôt devenir nécessaire à tout le monde. À l'horizon, la Dacie est apparue. Quand l'empereur Trajan conduisit les légions au-delà du Danube, la machine romaine se heurta à une arme capable d'ouvrir n'importe quelle défense, le falx, une épée faucille à 2 mains, à tranchant inversé. Le coup de falx portait une énergie monstrueuse. Son bec perçait les casques et plongeait par-dessus le bord du bouclier. Mais les Daces ont vite compris la vulnérabilité de la segmentata. Elle couvre parfaitement le torse, mais laisse les bras exposés. Un seul mouvement, et le légionnaire n'a plus de bras. Les Romains ont réagi instantanément. Ils n'ont pas réinventé la roue. Ils ont adapté ce qui existait déjà. Dans les écoles de gladiateurs, on utilisait depuis longtemps la manica, un brassard métallique à lamelles. Avant cela, dans l'armée, seuls quelques-uns la portaient. Mais en Dacie, la manica est devenue un standard de masse. Directement sur le terrain, les forgerons ont commencé à river une protection pour le bras droit. Les plaques de la manica se chevauchaient. Cela permettait au bras de se plier, mais cela créait un obstacle d'acier. La lorica segmentata a cessé d'être un simple gilet. Elle est devenue le cœur d'un système modulaire. Besoin de plus de protection? Attache une manica. Besoin de couvrir les jambes? Mets des jambières. Les Romains ont sacrifié de la mobilité pour gagner l'invulnérabilité en transformant le fantassin en char d'assaut à pied. Les légions de Trajane ont broyé les Daces. Mais c'est précisément la colonne de Trajane qui a figé ce triomphe, qui a créé le plus grand mythe. Le cinéma nous a habitués à une image,
des milliers de clones dans des cuirasses identiques et brillantes. Vrai? Non. La lorica segmentata n'a jamais été une uniforme standard pour 100% des soldats. C'était un marqueur d'élite, l'infanterie lourde des légions, des citoyens de Rome. Les troupes auxiliaires, les auxilies, cavalerie, archers, infanterie légère, ne portaient jamais la segmentata. Elles avaient besoin de souplesse et les plaques entraves. Les auxiliaires combattaient dans côte de mailles et en cuirasse d'écaille. Même au sein d'une légion, la ligne était bigarrée. Les vétérans dans les plaques les plus récentes, les nouveaux dans la maille des anciens. On ne mettait pas l'équipement au rebut tant qu'il ne tombait pas en morceaux. Alors pourquoi sur la colonne de Trajan, tout le monde est en plaques? C'est de la propagande. Le sculpteur devait séparer visuellement les nôtres, les Romains, des alliés. Donc il a habillé tous les légionnaires en plaques et les auxiliaires en mailles. C'est un code artistique, pas un reportage. Mais le plus drôle, c'est que même notre idée de l'apparence de cette armure est longtemps restée fausse. La vérité ne s'est pas ouverte dans des cabinets. La vérité s'est ouverte dans un tas d'ordures. D'ailleurs, à propos des découvertes, beaucoup pensent que les archéologues trouvent des armures entières sur les champs de bataille. En réalité, l'histoire s'écrit dans les fosses à déchets. Si l'exploration du quotidien vous intéresse, mettez un like. Et maintenant, on ouvre cette fameuse caisse. 1964. Fort romain de Corbridge. Des archéologues tombent sur un coffre pourri enterré sous le sol d'un atelier. À l'intérieur, du fer rouillé. Une cache. Quelqu'un a dissimulé 12 armures partiellement démontées en pensant revenir. Il n'est pas revenu. Le trésor de Corbridge a tout bouleversé. On a découvert que nous reconstruisions la segmentata de travers. L'armurier Russell Robinson, en étudiant la trouvaille, a vu une simplicité géniale. Au IIe siècle, les Romains avaient enfin mis la conception au point, le type Corbridge. Ils ont jeté les petites boucles fragiles, toutes nettes avec des lacets de cuir et des crochets ingénieux en laiton. Un minimum de pièces, un maximum de fiabilité. L'équilibre était trouvé. On pourrait croire, il n'y a plus qu'à produire et régner. Mais les trouvailles de couches plus tardives, le type Nowstead, ont montré une dégradation. Les pièces sont devenues grossières, plus grandes. Les boucles ont disparu. Des agrafes primitives sont apparues. L'armure devenait difficile à enfiler sans aide. En cherchant à réduire les coûts, les Romains ont commencé à tuer la qualité. Et bientôt, la technologie a disparu complètement. La crise du IIIe siècle a frappé Rome plus durement que la peste. Inflation, guerre civile, mais surtout, la logistique complexe s'est essandrée. Il n'y a pas de contradiction avec le début de l'histoire. Oui, la cotte de maille est longue à fabriquer. Il faut rester des mois avec des pinces. Mais c'est une technologie simple. Un seul forgeron peut la faire dans n'importe quel village. Il n'a pas besoin de plan ni de standard. La segmentata, en revanche, c'est de la haute technologie. Pour faire un laminage de qualité, il faut de grandes manufactures, du charbon, des fours complexes, des maîtres qualifiés qui connaissent les secrets de la trempe. Quand l'économie de l'Empire a commencé à se désagréger, entretenir de telles usines est devenu impossible. Les artisans se dispersaient, les secrets se perdaient. Il n'y avait tout simplement plus personne pour fabriquer une bonne segmentata, et une mauvaise segmentata vaut moins qu'un bout de tissu. La tactique a changé aussi. Les ennemis sont devenus plus rapides. Une cavalerie puissante est apparue. Le bouclier, le scutum, est devenu ovale et plat, cessant de couvrir les jambes. La segmentata laissait le bas-ventre et les hanches exposés. Pour une formation à pied avec un mur de bouclier, c'était acceptable. Mais pour la nouvelle guerre plus mobile, c'était une brèche. Une longue cotte de mailles couvrait tout le corps jusqu'aux genoux. Au IVe siècle, la boucle s'est refermée. L'armure à plaques, complexe, chère, dépendante des usines, a cédé la place à la maille, primitive, mais fiable et réparable. Rome s'est simplifiée pour survivre. La lorica segmentata était le sommet de l'art de l'armurerie, technologiquement avancée, légère, mais follement exigeante en infrastructure. Elle ne pouvait exister que tant qu'existait une machine étatique puissante. Dès que l'Empire est tombé malade, le système le plus complexe a été le premier à lâcher. Les Romains sont revenus à la cotte de maille, non pas parce qu'ils étaient devenus plus stupides. Ils ont prouvé une vérité éternelle. Quand les usines s'écroulent, gagne ce qu'on peut réparer à genoux sur le terrain. Cette armure n'est pas partie vaincue par les barbares. Elle a été la victime de l'effondrement économique.
Regardez aujourd'hui les technologies les plus complexes qui exigent un service d'usine et les solutions simples qui fonctionnent dans la boue. L'histoire a cette manie de se répéter.